Bonjour à tout le monde. Donc, comme on vous l'a annoncé tout à l'heure, je m'appelle Aziz Dien. Je dirige une structure qui s'appelle Centre de gestion agréé de la Chambre de commerce de Dakar. Donc, c'est une structure qui encadre un peu les micro et petites entreprises en matière de gestion, notamment dans le domaine de la comptabilité, de la fiscalité, de l'assistance fiscale, du conseil en gestion et de la formation. Alors, j'ai donc le plaisir de partager avec vous les modules consacrés à l'environnement juridique de l'entreprise. Donc, c'est des modules qui sont déployés en trois modules. Le premier module que nous voyons aujourd'hui, c'est le module consacré au choix de la forme juridique de l'entreprise. Et demain, nous allons voir ensemble la pratique du contrat et terminer notre cycle de formation avec le module consacré à la fiscalité de l'entreprise. Donc, vous aurez remarqué que j'utilise beaucoup le mot pratique. C'est simplement pour vous dire qu'il ne s'agit pas ici d'un cours académique sur le droit, mais plutôt d'échanger avec vous les pratiques auxquelles vous serez confrontés quand vous serez en situation dans une entreprise en tant que chef d'entreprise ou en tant que salarié. Tout en sachant que dans ce programme-là, nous souhaitons que le maximum d'entre vous se retrouvent en entrepreneur, parce que c'est ça en fait la vocation de ce programme-là. Alors donc ce sera un cours vraiment pratique, où on vous donne les notions de base qui pourront vous être utiles quand vous serez en situation. N'hésitez pas à poser toutes les questions que vous avez, d'ordre pratique surtout, quand vous serez en entreprise, comment ça va se passer, etc. Les décisions que vous serez amenés à prendre, des conseils également si vous en souhaitez. On est là pour ça, dans la limite de nos compétences. Donc, c'est un cours qui va se dérouler là, de 9h à 13h. Il me semble que vous avez un chef de classe, c'est ça? Ou un délégué? C'est vous? D'accord. Je vais vous appeler délégué, parce qu'on est en entreprise. Donc, en entreprise, on parle plus de délégués, de personnel ou autre, plutôt que chef de classe. On est d'accord? Alors, donc, ça c'est un rappel. Je pense que ceux qui sont passés avant moi, notamment le cours qui était consacré à l'organisation de l'entreprise, vous avez un peu parlé des qualités ou des prérequis qu'un chef d'entreprise doit avoir. Il y a également des difficultés auxquelles vous serez confrontés, ce qui est normal dans toutes les entreprises, de façon générale d'ailleurs. Mais pour réussir, quand même, vous avez besoin d'une certaine qualité, de certaines attitudes, notamment la volonté, l'endurance et la patience, ce qui est valable également pour la vie tout simplement, pas simplement pour l'entreprise. Alors, donc pour s'engager dans la création, il faut savoir que ce n'est pas une simple formalité. Il ne suffit pas simplement d'aller chercher le document et de dire voilà, j'ai mon entreprise. Ça, c'est un élément parmi d'autres. Okay? C'est une route qui sera longue, parfois sinueuse, et que rien n'est définitivement acquis. Donc vous serez en perpétuelle remise en cause de votre modèle initial qui pourrait changer au cours de la vie de l'entreprise. Alors, l'objectif de ce module-là, donc, c'est un peu de vous présenter les caractéristiques, les avantages et les inconvénients des différentes formes juridiques que peuvent choisir les entreprises que vous aurez à créer en tant qu'entrepreneur. Donc, nous allons essayer de vous guider un peu sur les critères de choix optimal pour vous. Okay? Et donc, à partir de ces critères, vous-même, vous verrez quelle est la forme juridique qui est la plus appropriée par rapport à votre personnalité, par rapport à d'autres critères que nous allons détailler plus loin. Donc, comme je l'ai dit dans l'introduction, c'est un document de base, ce n'est pas un cours de droit. Donc, on ne prétend pas ici vous donner tous les éléments consacrés au droit des affaires. Okay? On a choisi simplement les éléments les plus pratiques que vous aurez à voir dans la vie de l'entreprise. Maintenant, si vous avez besoin d'approfondir, vous êtes des étudiants, donc on vous a appris comment faire des recherches. Vous pourrez vous documenter et approfondir certains aspects qui vous intéressent. Donc, voilà comment sera structuré notre cours. Donc,
on parlera un peu des étapes de la création de l'entreprise. C'est un petit rappel, là également. C'est des notions que vous avez déjà vues. Nous parlerons également des structures juridiques de l'entreprise qui existent. Et enfin, les choix de la forme juridique. Nous verrons qu'il y a 3 types de choix qui est possible de faire. Avant de terminer également par un petit rappel sur les procédures liées à la création de l'entreprise. Donc, vous aurez les aspects liés aux critères de choix sur la forme juridique, mais une fois que vous aurez terminé de faire votre choix, il y a tout un tas de procédures qui vous attendent, après avoir créé votre entreprise. Donc là également, nous allons faire un bref rappel, tout en sachant que sur cet aspect de création d'entreprise, je crois savoir qu'il y a un module qui va venir notamment avec l'APIX, qui est la structure dédiée pour la création d'entreprise. Ils rentreront beaucoup plus dans les détails. Jusque-là, ça va? Bien. Alors, quelles sont les étapes de la création d'entreprise, selon vous? Tout d'abord, il faut avoir l'idée. Il faut avoir l'idée, très bien. Ensuite, étudier le marché. Puis, à partir des résultats qu'on a, mettre en place la structuration de l'entreprise. Tout à fait. Et ensuite, procéder aux démarches administratives. Tout à fait. Parfait. C'est le schéma. Donc, tout démarre par l'idée de projet, comme on dit. Donc, c'est une idée qui peut prendre du temps, que vous pouvez mûrir, etc. Et ensuite, vous avez à faire une analyse personnelle qui vous est propre pour voir est-ce que l'idée que vous avez cadre avec votre personnalité, ainsi de suite. Et également, une fois que tout sera fait, vous avez fait votre plan d'affaires, éventuellement obtenu le financement et tout bouclé, et c'est en ce moment que vous passez à l'étape 3, qui sera l'étape de création de l'entreprise. Donc l'enveloppe juridique qui va vous permettre d'exercer votre entreprise en toute légalité. Alors, donc, après une analyse personnelle, on est entamé à se poser la question comment on envisage de créer sa propre affaire. Lorsqu'il s'agit de créer son entreprise, il y a lieu de choisir entre une entreprise en étant tout seul ou d'envisager éventuellement un projet d'entreprise en commun. Donc, c'est les 2 choix qui vont s'offrir à vous. Soit vous le faites seul, soit vous le faites avec d'autres personnes. Il n'y a pas un troisième choix. Alors, donc, ce ne sont pas des réponses simples. On le verra tout au long du cours. Il y a beaucoup d'éléments qu'il faut prendre en compte, ce qui explique un peu la complexité, quelquefois, de ce choix-là. Donc, ce n'est pas aussi évident que cela, mais c'est un choix qu'il faudra faire, puisque vous serez obligé d'exercer votre activité sous une forme ou une autre. Alors, vous aurez donc à faire le choix entre la synergie et la flexibilité. Donc, le choix de la forme juridique à adopter fait référence à de multiples critères objectifs. Donc, il y a des contraintes qui sont là. Vous n'exercez pas dans un environnement où il n'y a pas de règles, c'est un environnement normé, soit dans l'État dans lequel vous exercez, donc il y a des lois, il y a des règlements, il y a des normes, ou alors dans la sous-région auquel appartient votre État. Là également, il y a des normes qui régissent votre entreprise. Alors, donc, vous serez confronté à des contraintes, notamment d'ordre légal et autres. Parce que l'entreprise est régie par des lois et des règlements. Vous ne pouvez pas exercer n'importe comment et n'importe où. D'ailleurs, si vous avez vu dans l'environnement auquel nous sommes, de plus en plus, on est en train un peu de mettre un peu d'ordre dans les rues parce que les gens exercent comme ils le souhaitent sans respecter les normes liées à l'exercice de leur activité. Ça peut être des normes environnementales, d'ordre fiscal, d'ordre social, ainsi de suite. Cependant, on peut distinguer 2 choix de base pour lesquels différentes formes sont possibles. Soit vous démarrez seul,
soit vous créez une société qui peut être une société de personnes ou une société de capitaux. Donc vous voyez, on part du général au particulier. Tout à l'heure, je parlais de démarrer seul ou en groupement. Maintenant, pour être en groupement également, il y a des formes choisies, soit des sociétés de personnes ou des sociétés de capitaux. On va encore entrer plus dans les détails. Donc, en fonction du choix, c'est-à-dire une création seule ou en partenariat, différentes formes juridiques sont possibles. Alors, on va faire un petit rappel sur les notions de base en termes d'entreprise. C'est important de le connaître avant d'attaquer les différents choix possibles d'entreprise. Donc, la notion de personnalité juridique. Alors, elle se voit comme attribuer un patrimoine propre, un nom, un domicile, ainsi que la capacité d'agir en justice et de conclure des contrats. Donc, c'est ça la personnalité juridique. Donc, elle vous donne des droits et des obligations. Alors, en matière de droit, il existe deux types de sujets de droit, les personnes physiques et les personnes morales. Donc, c'est les deux sujets de droit qui existent. Il n'y a que ces deux-là qui peuvent être titulaires de droits et d'obligations. Elles pourront donner naissance à une entreprise commerciale. Donc, une personne physique peut créer une entreprise commerciale, tout comme une personne morale peut créer une entreprise commerciale. C'est quoi la personne morale, selon vous? Ce qu'il faut comprendre, c'est que la personne morale, c'est une entité juridique, au même titre que la personne physique également, qui est une entité juridique. Donc, qui a des droits et des obligations, tout comme la personne physique également a des droits et des obligations. Alors, comment on peut le distinguer avec la personne physique? La personne physique, c'est simple, c'est l'être humain. C'est vous et moi. La personne physique, donc, c'est biologique. C'est l'être humain. Alors que la personne morale, c'est un groupement d'individus dotés d'une personnalité juridique afin de pouvoir jouir de certains droits et obligations. Donc la personne physique, elle a ses droits et ses obligations. Mais en droit, on crée une personne morale pour lui attribuer les mêmes droits et les mêmes obligations. Donc on en fait une personnalité juridique, différente certes de la personnalité physique, mais qui a les mêmes attributs que la personne physique. Okay? C'est pour ça qu'on dit que c'est une fiction juridique. La personne morale est une fiction juridique. Okay? Donc c'est une création du droit qui permet juste d'avoir une personne indépendante qui a les mêmes attributs qu'une personne physique, notamment l'être humain. Donc ce qui lui donne la possibilité d'avoir un nom, une adresse, un patrimoine, d'intenter des actions en justice, par exemple. Okay? Alors, quand est-ce que maintenant ces personnes-là jouissent de la personnalité juridique? La personne physique, on l'a dit, c'est l'être humain. Dès qu'elle naît, okay, elle jouit de cette personnalité-là. Okay? Donc, l'existence juridique de la personne physique est liée à la vie humaine et donc à la naissance. Sa disparition se fait par décès. Cette mort donne lieu à l'établissement d'un acte de décès et a permis d'inhumer et éventuellement l'héritage également dont peut bénéficier ses héritiers. Donc la personnalité juridique, ce n'est rien d'autre que l'aptitude à être titulaire de droits et de devoirs, comme on l'a dit. Alors, cette perte de personnalité juridique entraîne entre autres l'ouverture de succession du défunt, la dissolution, son mariage, etc. Donc voilà les caractéristiques d'une personne physique. Elle naît, elle a un nom, une adresse, des droits, des obligations. Elle décède. Quand elle décède également, il y a des droits de succession, l'héritage, et ainsi de suite, qui peuvent intervenir. Identique pour la personne morale également. Okay? Donc la nécessité de l'action en groupe ou de détacher une partie du patrimoine de la personne physique a amené la création de personnes morales
ainsi dénommés parce que leur personnalité juridique ne repose pas sur une réalité physique, comme l'être humain. Okay. Alors, dans la pratique, on distingue les personnes morales de droit public et les personnes morales de droit privé. Qui peut me donner un exemple sur les personnes morales de droit public, par exemple? Oui. Je pense, oui, la Sonatel, la Sénélec aussi. Bon, on va recueillir l'avis de votre collègue qui est derrière pour voir. Comme personne morale de droit public, il y a l'État. Il y a l'État et ses démembrements. Par exemple, les communes, les collectivités, les départements, les régions, etc. Okay? Il y a également les établissements publics qui sont des personnes morales de droit public. Par exemple, si vous avez une entité, vous avez cité Sonatel, bon, ce n'est pas forcément le bon exemple, mais il peut y avoir des établissements publics qui appartiennent à 100% à l'État. Okay? Là, on peut dire que cette entreprise-là est une entreprise de droit public parce qu'appartenant à l'État. Et de l'autre côté, vous avez les sociétés et les associations déclarées qui sont, elles, des personnes morales de droit privé. Okay? Donc ici, nous allons plus voir les personnes morales de droit privé, parce qu'on va parler de sociétés, de GIE, etc. Okay? Alors, quelque chose d'important à retenir, c'est que la personne morale doit être distincte de la personne physique. On l'a vu, hein? Chacune d'entre elles a une personnalité juridique qui lui est propre. Il a ses propres devoirs, il a ses propres droits. Okay? Aussi bien pour la personne physique, l'être humain, que la personne morale. Okay? Donc, on verra plus tard l'intérêt de cette distinction-là. Okay? Pourquoi on cherche à distinguer la personne morale de la personne physique? Rappelez-vous qu'une personne morale peut être à l'origine de la création d'une personne morale. Hein? Okay? Une personne physique, vous pouvez créer une entreprise. Okay? Donc l'entreprise a une personnalité juridique qui lui est propre, c'est une personne morale. Vous avez une personnalité juridique qui vous est propre, vous êtes une personne physique. Okay? Donc c'est une distinction très importante à retenir. Hein? On verra l'intérêt par la suite. Alors, les sociétés commerciales. Qu'est-ce que c'est qu'une société commerciale? Donc, une société commerciale, elle est définie par l'acte uniforme, okay, sur le droit des sociétés et des GIE. Donc, en matière de droit, à l'époque, on parlait de code de commerce, ou code des obligations civiles ou commerciales. Aujourd'hui, depuis 1998, on parle plus de quoi? Qu'est-ce qui a remplacé le code des obligations civiles et commerciales? En tout cas, pour la partie commerciale. Qu'est-ce qui régit aujourd'hui le fonctionnement des entreprises ou des sociétés commerciales? Quel est le code, entre guillemets, qui le régit? Quand vous conduisez un véhicule, il y a un code qui régit. Cette conduite-là, c'est le code de la route. Quand vous avez une entreprise également, il y a un code qui régit le fonctionnement des entreprises. Lui, il dit code des obligations civiles et commerciales. Madame derrière. Il faut prendre le micro parce qu'il y a des gens qui nous suivent en direct. Allez-y par l'acte uniforme. L'acte uniforme. Relatif au droit commercial général. Voilà. Donc, qui est régi par l'entité qu'on appelle l'OADA, Organisation pour l'harmonisation du droit des affaires, qui regroupe 17 pays d'Afrique de l'Ouest et centrale. Okay? Donc, on a un code unique qui régit l'environnement des affaires de ces 17 États. Okay? C'est pour ça qu'on parle d'harmoniser. Maintenant, à l'intérieur, vous avez plusieurs types de codes, entre guillemets, qu'on appelle actes uniformes. On ne parle plus de code, mais on parle d'actes uniformes. Donc, vous avez l'acte uniforme sur le droit des affaires, vous avez l'acte uniforme sur le droit commercial, vous avez l'acte uniforme sur les sociétés coopératives, l'acte uniforme sur l'appurement du passif, etc. etc. Okay? Donc, dans chaque matière, il y a un acte uniforme qui le régit. Donc, ici, ce qui nous régit, nous, en tant que futurs chefs d'entreprise, c'est l'acte uniforme sur le droit des sociétés et des GIE. Okay? Si vous êtes commerçant, vous êtes régi par l'acte uniforme sur le droit
commercial général. Okay. Donc, toutes les notions que nous allons utiliser ici sont puisées dans cet acte uniforme sur le droit des sociétés et des GIE. Donc, c'est l'article 4 de cet acte uniforme qui définit la société comme étant une entité créée par 2 ou plusieurs personnes qui conviennent par un contrat d'affecter à une activité des biens en numéraire ou en nature dans le but de partager le bénéfice ou de profiter de l'économie qui pourra en résulter. Les associés s'engagent à contribuer aux pertes dans les conditions prévues par le présent acte uniforme. Donc c'est comme ça que la société commerciale elle est définie. 2 ou plusieurs personnes se regroupent par un contrat. On verra plus tard que le contrat, ce n'est rien d'autre que les statuts. Okay. Dans le but d'affecter des biens en numéraire ou en nature, donc l'argent ou en nature, dans le but de partager des bénéfices. Donc quand on crée une société, c'est pour gagner de l'argent. Mais on ne peut pas gagner de l'argent à tous les coups. On peut en perdre également. Okay. Donc si on le perd également, on doit le supporter ensemble. On crée ensemble, s'il y a un bénéfice, on le partage ensemble. S'il y a une perte, on supporte les pertes ensemble. Okay. Donc voilà comment on définit une société. C'est clair? Voilà. Alors, à côté des sociétés commerciales, vous avez les sociétés civiles. Okay. Alors, les sociétés civiles, donc, c'est tout le contraire des sociétés commerciales. Hein. C'est des sociétés qui n'ont pas un objet commercial, mais plutôt civil. Alors, ces sociétés-là, elles sont régies par un autre code qu'on appelle le Code des obligations civiles et commerciales. Ça, chaque État a son propre Code des obligations civiles et commerciales. Donc, avant l'acte uniforme ou l'ODA, c'était le Code des obligations civiles et commerciales qui régissait à la fois les affaires commerciales et les affaires civiles. Quand l'ODA est entré en vigueur, on a éliminé la partie commerciale. Donc, elle est devenue caduque. Okay? Donc, pour la partie commerciale, on vous renvoie à l'acte uniforme. Mais pour la partie civile, vous restez dans le Code des obligations civiles qui régit donc vos activités. Donc, les sociétés civiles sont régies par le Code des obligations civiles et commerciales. Donc, on n'a pas confondre ici avec la société civile qu'on entend dans la presse. Hein. Ça n'a rien à voir. Hein. Okay. Celle-là, elle est plus politique et autre plutôt que... Alors, ici, c'est une société dans laquelle le contrat est régi par 2 ou plusieurs personnes mettent en commun des apports et constituent une personne morale pour les exploiter et se partager les profits ou les pertes qui résulteront de cette activité. C'est la même démarche que la société commerciale. C'est 2 ou plusieurs personnes qui se réunissent, qui ont une activité, okay. Ils apportent leurs biens, que ce soit numéraire ou en nature, dans le but de gagner de l'argent, mais également s'engagent à partager les pertes qui résulteront de cette activité-là. Qui peut me donner un exemple de société civile? Là? SARL. La SARL. Vous êtes d'accord? Prenez le micro, s'il vous plaît. C'est quoi une SARL déjà? Pour ceux qui ne... C'est un acronyme, quoi. Ça signifie quoi, SARL? SARL, c'est une société anonyme à responsabilité limitée. Société anonyme à responsabilité limitée. Hein? Donc lui, il pense que c'est une société civile. Qui a un autre avis? Les sociétés civiles, ce sont les sociétés qui ont une activité libérale. Par exemple, les cabinets d'avocats. C'est ça, c'est exactement ça. Donc, qui ont une activité civile et non commerciale. Okay? Par exemple, les avocats, les médecins, les huissiers, les notaires, okay? Ils ont une activité civile. Okay? C'est pour ça qu'ils peuvent se constituer en société civile professionnelle d'avocats. C'est pour ça que vous voyez souvent société civile professionnelle d'avocats. C'est des avocats qui se réunissent pour créer une société. Celle-là, elle n'est pas commerciale, elle est civile. Ça ne veut pas dire qu'ils ne cherchent pas le profit. Hein? Ça n'a rien à voir. C'est l'objet, okay, qui est civil ici.
Donc généralement, c'est des activités intellectuelles, ok? Et des gens qui appartiennent à des ordres. Les avocats, par exemple, vous avez l'ordre des avocats, l'ordre des médecins. C'est une activité intellectuelle et libérale. Comme il a dit, c'est généralement les professions libérales qui sont dans ce type d'activité civile. Donc la SARL n'en est pas une, hein. On va voir tout à l'heure pourquoi, plus loin. Et vous avez le groupement d'intérêt économique communément appelé le GIE, que nous connaissons très bien dans nos pays. Là également, rappelez-vous, l'acte uniforme, c'est l'acte uniforme sur le droit des sociétés et des GIE. Donc c'est cet acte qui régit à la fois les sociétés commerciales et les GIE. Et donc c'est en son article 869 qu'il définit le GIE comme étant un groupement économique, d'intérêt économique, qui a pour but exclusif de mettre en œuvre pour une durée déterminée tous les moyens propres à faciliter ou à développer l'activité économique de ses membres, à améliorer ou à accroître les résultats de cette activité-là. Vous avez vu un peu ici la différence entre la définition de la société et la définition du GIE. Quels sont ici les termes qui manquent, qu'on voit de l'autre côté et pas ici? Ressemblance, c'est quoi? On commence par les ressemblances ici. Oui. Les ressemblances ici, c'est le développement de l'activité de ses membres. Le développement de l'activité, c'est une différence ou c'est une ressemblance? Une ressemblance. C'est une ressemblance, ok. Oui. La société, c'est deux ou plusieurs personnes qui se réunissent, ok, qui mettent en commun leur activité. Okay. La différence en est que le GIE, c'est toujours un groupement de personnes. Tandis que dans les autres sociétés, il peut y avoir une seule personne qui développe son entreprise. Tout comme il peut y avoir plusieurs personnes aussi dans une société. Je vois ce que vous voulez dire, mais ce n'est pas forcément une différence fondamentale. Une société peut se constituer entre deux et plusieurs personnes. Un GIE également, c'est deux ou plusieurs personnes qui peuvent. Donc c'est une ressemblance, hein? C'est un groupement. Une société, c'est un groupement au même titre qu'un GIE, puisque c'est plusieurs personnes qui se réunissent pour créer une société commerciale. Oui, derrière vous. Oui. Comme différence, je vois que dans les sociétés commerciales, il n'y a pas de durée limitée. Très bien. On ne parle pas de durée limitée dans les sociétés commerciales, alors que dans le GIE, on dit bien que c'est pour une durée déterminée. OK? Oui. Pour les entreprises, c'est l'acte uniforme qui régit les entreprises, donc l'acte uniforme de l'OHADA, alors que pour les GIE, sont les droits des sociétés et des GIE. Apparemment, derrière, il y a un petit gens. Hein? Mais pas beaucoup de femmes là. Hein? Hein? Pour les sociétés, non, pour les entreprises, n'est-ce pas c'est l'acte uniforme qui régit les entreprises. On a parlé d'entreprises ou de sociétés? De sociétés. Les sociétés sont régies par l'acte uniforme, on l'a dit tout à l'heure. Oui. Tout comme le GIE. Donc cet acte uniforme-là, il est intitulé acte uniforme portant sur le droit des sociétés commerciales et du GIE. Donc il régit à la fois les sociétés commerciales et le GIE. Donc faites attention aussi au terme d'entreprise, hein. On y reviendra tout à l'heure. Hein. Donc ce n'est pas une différence, hein. C'est le même acte uniforme qui régit les deux entités. Donc on a dit la durée, différence fondamentale. Ici elle est déterminée, de l'autre côté elle est indéterminée. Bon, même si on verra que quand vous créez une société, dans les statuts, on vous dira que la durée est fixée à combien d'années selon vous? 99 ans. 99 ans. Après, si ça arrive à échéance, on peut prolonger. Monsieur, on dit souvent aussi que les GIE, c'est un but non lucratif. Alors que les sociétés, le but c'est lucratif. Très bien. Autre différence. Dans les sociétés, qu'est-ce qu'on a dit? Les membres se réunissent dans le but de partager des bénéfices. Ici, on ne parle pas de bénéfices. On parle de quoi? Donc, si ce n'est pas pour chercher un bénéfice, c'est pour faire quoi alors?
On ne se réunit pas en GIE pour le plaisir de se réunir en GIE. Il y a un but qui est recherché. C'est lequel? C'est améliorer ou accroître les résultats de cette activité. C'est ça. Améliorer ou accroître les résultats de l'activité. Ça ne veut pas dire par là faire du profit. Hein? Alors, selon vous, d'après cette définition-là, est-ce que ça correspond à la plupart des GIE que vous connaissez? Non. Pourquoi? C'est bien, c'est une bonne prise de conscience là, parce que le GIE qu'on a, les GIE qu'on a, ils cherchent un profit. Ils cherchent un profit. Si nous prenons l'exemple des bus, des GIE de bus par exemple, des Tata par exemple, ils cherchent un profit. Leur but, ce n'est pas non lucratif. Il faut parler fort aussi, hein. Je ne sais pas si les autres entendent. Il faut rapprocher le micro. Là. Bon, je disais tantôt que dans les GIE, leur but, ils ont un but lucratif. Si nous prenons l'exemple des bus Tata, ils constituent un exemple de ce GIE, des GIE que je vous nomme. Donc le principal élément qu'on retient dans le fonctionnement des GIE que nous connaissons, c'est des GIE qui se comportent comme des sociétés. Les gens se réunissent, mettent en place leurs moyens pour chercher du profit qu'ils vont se partager. Donc ils l'appellent GIE, mais sur le plan du droit, ce n'est pas un GIE. En tout cas, ça ne répond pas aux critères définis par l'acte uniforme pour devenir un GIE. Et selon vous, pourquoi ils le font? Non, vous avez déjà demandé la parole. Oui, poser la question d'abord. OK. Donc, par rapport à l'exemple qu'il a donné sur les bus de transport en commun, maintenant, quel risque il encourt en adoptant cette attitude-là? Ou bien quelle est la pénalité qui risque de s'abattre sur eux? On le verra tout à l'heure, ou plus loin. Bonjour. Quand vous créez une entité qui ne répond pas aux normes de l'OHADA, qu'est-ce qui peut vous arriver en termes, quelles sont les conséquences juridiques de cela? Oui? Bon, je voulais juste faire une petite contribution par rapport aux GIE et aux autres sociétés. Par exemple, pour les GIE, j'entends souvent que le capital n'est pas obligatoire par rapport aux autres sociétés commerciales. C'est vrai. Donc, ça revient un peu à ma question. Pourquoi les gens créent des GIE alors? Pourquoi ils choisissent cette forme-là? Oui? À votre gauche. Bon, parfois les gens choisissent la forme GIE pour ne pas payer les impôts sur les sociétés. Pour ne pas payer l'impôt. Et c'est le cas, hein? Oui. D'accord. Je vous donne rendez-vous dans 3 jours. Hein? Une autre réponse? Ce qu'il dit, c'est vrai, hein, en partie. D'abord, par méconnaissance, hein, la plupart des gens qui le font ne connaissent pas les règles du droit. Hein. Ça, c'est l'ignorance donc. Deuxièmement, c'est cette ignorance-là qui les pousse à croire certaines choses qui ne sont pas fondées. C'est vrai, la plupart des gens, peut-être même on va dire 99% des gens qui créent des GIE pensent que le GIE ne paye pas d'impôts, ce qui est absolument faux. On le verra. On est dans un cours de choix de la forme juridique, on ne va pas rentrer dans la fiscalité. Quand on va arriver à la fiscalité, on va préciser tout cela. Donc ça, c'est une idée reçue qui n'est pas fondée. Mais c'est ça qui pousse le plus souvent les gens à aller vers les GIE. Deuxièmement, c'est facile à créer. Il y a très peu de contraintes en termes de formalité. Comme il l'a dit tout à l'heure, il n'y a pas de capital, on ne vous exige pas un notaire. Okay? Donc c'est des statuts que vous allez acheter peut-être à la chambre de commerce, c'est des formulaires qu'on vous donne avec un règlement intérieur, vous vous réunissez, vous remplissez, vous signez, votre GIE est né, vous immatriculez au registre de commerce, c'est né. Et vous commencez à fonctionner. Souvent dans l'informel d'ailleurs. Okay? Puisque après vous ne respectez pas les autres règles de droit. Il ne s'agit pas simplement de créer sa société et dire que c'est bon. Non. Vous avez respecté
une règle juridique qui vous dit que vous ne pouvez pas exercer une activité n'importe comment, vous devez avoir l'enveloppe légale. L'enveloppe légale, c'est la forme juridique que vous allez choisir. Une fois que vous avez choisi la forme juridique et que vous commencez à exercer, il y a d'autres règles de droit également qui vous interpellent. Ça peut être le droit du travail, ça peut être le droit fiscal, le droit environnemental, etc., etc. Donc, tout au long de la vie de l'entreprise, vous devez respecter toutes ces règles de droit-là. C'est pour ça qu'on est là, pour vous donner un peu un aperçu sur ces règles de droit qui vous attendent et que vous devez respecter si vous ne voulez pas être sanctionné, voire même votre activité disparaître plus tard. Donc, c'est ça souvent qui pousse les gens à aller vers les GIE. Alors, donc, ça, c'est une partie de la définition. L'autre partie, c'est que l'activité du GIE doit se rattacher essentiellement à l'activité économique de ses membres et ne peut avoir qu'un caractère auxiliaire par rapport à celle-ci. Est-ce que cette définition-là, on la retrouve dans la société? Non. Donc, autre différence fondamentale avec les sociétés commerciales. Donc, on se réunit ici au même titre qu'on se réunit dans une société commerciale. On met à contribution nos biens, numéraires ou en nature. Ça, il n'y a pas de problème. Pour développer notre activité. Une société, c'est pour aussi développer une activité. Mais la société va plus loin. Je développe une activité pour gagner de l'argent. Mais le GIE, ce n'est pas pour gagner de l'argent. Okay? L'activité du GIE doit se rattacher essentiellement à l'activité économique de ses membres. Donc, dans une société, vous pouvez avoir un menuisier avec un médecin, un informaticien qui se réunissent pour créer une société commerciale. Ce n'est pas interdit. La société commerciale peut être une société de vente de matériel agricole, par exemple, donc qui n'a rien à voir avec les activités du médecin, rien à voir avec les activités du menuisier, rien à voir avec les activités de l'informaticien, la vente de matériel agricole. Et c'est légal et c'est permis. Puisque ce qui nous réunit ici, c'est pour gagner de l'argent et se le partager, en respectant les règles, bien sûr. Mais dans le GIE, non. Le GIE, on vous dit, les membres doivent avoir une activité qui leur est propre, et cette activité doit voir son prolongement dans le GIE. Donc, autrement dit, ici, si je reprends mon exemple, c'est des menuisiers qui sont censés se regrouper pour créer un GIE. Parce que pour chaque membre, il a une activité qui lui est propre et le GIE n'est que le prolongement de l'activité. Okay? Et ne peut avoir qu'un caractère auxiliaire par rapport à celle-ci. Donc, pourquoi, par exemple, des menuisiers se réuniraient pour créer un GIE? Donc, je suis menuisier, j'ai besoin d'une machine qui me permet peut-être de fabriquer des meubles spécifiques. C'est une machine qui coûte cher. À moi tout seul, je ne peux pas avoir les moyens de l'acquérir. Okay? Donc, je vais voir d'autres collègues menuisiers, on va se réunir en GIE, on va peut-être emprunter à la banque pour acheter la machine. Et chacun d'entre nous va utiliser la machine. Donc ici, on réalise ce qu'on appelle en économie la synergie et les économies d'échelle. Donc ici, ce n'est pas le profit qu'on cherche, mais c'est des économies d'échelle qui nous permettent, nous, dans nos propres activités, d'en bénéficier. Maintenant, d'en tirer profit pour faire des profits dans notre activité qui nous est propre à nous, mais pas pour le GIE. Okay? Donc, ça, c'est pour une durée déterminée. Chacun d'entre nous garde son activité. Okay? Maintenant, la machine, elle est là pour le GIE. Nous, on peut l'utiliser. Mais il peut arriver qu'on dise, bon, pendant que la machine reste là sans être utilisée, on peut peut-être louer la machine à d'autres personnes qui en ont besoin. Donc, le GIE va dégager des recettes. Mais le but, ce n'était pas ça. Okay? Le but, c'était que chacun d'entre nous puisse bénéficier de l'acquisition de cette machine-là et de l'économie d'échelle que cela va nous procurer en nous regroupant et en achetant une machine. On peut donner l'exemple également de ces commerçantes-là qui se réunissent pour créer un GIE. Donc, chaque commerçante aurait pu aller à Dubaï, payer le billet d'avion, l'hôtel, importer, payer les droits de douane, etc.
Donc, pour faire des économies sur toutes ces dépenses-là, qui sont les mêmes pour tous ces commerçants prises individuellement, ils peuvent se constituer en GIE et c'est une seule personne qui va aller à leur place et c'est le GIE qui va importer, ensuite faire le dispatching entre les commerçants. Chacun continue à exercer ses activités. Donc, au lieu de 5 billets d'avion, on aura un seul billet, parce que c'est une seule commerçante qui va partir. L'hôtel également pour une seule personne, etc. etc. Okay? Donc, on ne le fait pas pour le GIE, mais on le fait pour nous-mêmes. Le GIE n'est qu'un levier qui nous permet de développer nos propres activités. Mais c'est en même temps le prolongement de notre activité. Là également, c'est différent de ce que nous voyons sur le terrain, ici dans notre pays en tout cas. Souvent, on a des gens venus de tous les horizons qui se constituent en GIE. Donc, ce n'est pas... Et souvent même, ils n'ont pas d'autres activités que le GIE. Donc, ce qui fausse également ce critère-là. Ce n'est pas un prolongement de leur activité. Et le GIE ne peut avoir qu'un caractère auxiliaire par rapport à l'activité des membres. Donc, ça renvoie à l'aspect non-récurrence de l'activité ici du GIE. Ce qui est important ici, c'est plus les membres que le GIE. C'est clair maintenant? Voilà. Donc, on a mis en place quelques règles, quelques notions, qui vont nous aider pour la suite. Donc, retenez la personnalité morale, elle est importante. La personnalité juridique également, elle est importante. La différence à faire entre personne physique et personne morale, entre société et GIE, entre société et entreprise individuelle. On a dit également qu'il n'y a que 2 choix qui s'offrent à vous quand vous voulez passer à l'action de création d'entreprise. C'est soit vous êtes seul, soit vous êtes en groupement. Quand vous êtes seul, on verra quelle forme juridique est appropriée. Quand vous serez en groupement également, on le saura. Mais ce qu'on peut retenir déjà, c'est que si on va pour le groupement, soit on est en société, soit on est en GIE. Si on va être en société, il y a 2 types de sociétés, les sociétés de personnes et les sociétés de capitaux. Société civile, on met de côté. C'était juste pour que vous voyez un peu la distinction entre société commerciale et société civile. Les sociétés civiles, a priori, ne vous intéressent pas ici. Je suppose que vous, c'est plus les sociétés commerciales qui vont vous intéresser. Encore moins les GIE. Voilà. Y a-t-il des questions sur cette première partie? Bien. On va avancer un peu. Il y a des questions en ligne? Oui. On peut les poser? Oui, allez-y. D'accord. Donc, on va commencer par Monsieur Pape Traoré, donc, qui suit depuis Mbour. Okay. Donc, il dit, si vous pouvez expliquer la notion de commerçant selon l'acte uniforme de droit commercial général. D'accord. Alors, donc, j'ai dit, pour les activités que vous allez mener, soit vous serez, bon, j'anticipe un peu, soit vous serez seul en entreprise individuelle, commerçant par exemple, vous avez un acte uniforme qui est dédié pour les commerçants. Donc, c'est l'acte uniforme sur le droit du commerce, droit général du commerce. Si vous êtes en groupement, notamment en société commerciale, vous avez l'acte uniforme portant sur les sociétés commerciales et les GIE. Alors, l'acte uniforme sur le droit commercial est dédié pour les commerçants. Après, il faut savoir c'est quoi un commerçant. Le commerçant, c'est celui qui peut donner une définition de commerçant. Oui. C'est quelqu'un qui peut acheter et vendre pour tirer un profit. Voilà. Donc, le commerçant, c'est celui qui réalise des actes de commerce. L'acte de commerce consiste à acheter un bien destiné à la revente sans aucune forme de transformation, donc à l'état. Quand vous achetez cette bouteille-là, vous la revendez, on vous considère comme un commerçant parce que vous êtes en train de faire un acte de commerce. J'ai acheté un bien
que j'ai revendu en l'état sans transformation. Okay? Donc c'est comme ça qu'on définit un commerçant. Et donc les commerçants sont régis par l'acte uniforme sur le droit du commerce général. On a une question venant de Ziguinchor. Je vous laisse continuer. Oui. Il y a Abdoulaye Diakhaté depuis Ziguinchor qui dit: est-ce que le GIE joue seulement un rôle de facilitateur de son activité? Oui, d'après la définition que nous avons donnée, c'est ça, le GIE. Alors, donc, c'est des gens qui se regroupent pour réaliser des économies d'échelle, tout simplement, qu'ils ne pourraient pas réaliser pris individuellement. Et l'activité du GIE doit être le prolongement de l'activité de ses membres, mais de façon auxiliaire. Okay? Donc c'est ça le GIE, hein. Ça ne peut être que ça. Il n'a pas pour but de demeurer indéfiniment comme une société et également pour objectif de réaliser des profits qui doivent se partager les membres. Après, on verra le droit fiscal, ce qu'il en dit. Dans le droit fiscal, si le GIE réalise par extraordinaire un bénéfice, on verra le traitement approprié qui sera appliqué à ce bénéfice-là. Donc le but, ce n'est pas de réaliser un profit. Mais dans l'activité du GIE, il peut arriver que le GIE réalise un profit. Hein? Okay? Mais ça ne doit pas être le but de ses membres à l'origine. Okay? On ne se réunit pas dans un GIE pour créer un profit et exercer une activité à travers le GIE. Non. Une autre question? Merci. Ok, merci beaucoup. Oui, dans la salle, oui, il y a une question. Comme il est derrière, vous pouvez lui remettre le micro. Bonjour. Pour ce qui est des ONG, on est classé dans quelle catégorie d'entreprise ou de société? Ok. Les ONG à la base sont quoi? ONG signifie organisation non gouvernementale. Mais à la base, une ONG, c'est quoi? C'est quelle forme juridique? C'est une association. Donc, association sans but lucratif. Okay? Maintenant, qu'on transforme en un ONG. Okay? Organisation non gouvernementale. Mais à la base, ils ont des statuts d'association. Et les associations sont régies par quel code? C'est des personnes morales, hein, puisque c'est plusieurs personnes qui se regroupent pour former une ONG, une association. Donc, s'ils ne sont pas régis par l'acte uniforme sur le droit des sociétés, ils sont régis par quel acte ou par quel type de règles juridiques? Les sociétés civiles. Donc, on les classe dans le Code des obligations civiles et commerciales. Donc, si vous avez une association, vous voulez savoir les règles juridiques qui régissent cette association-là, allez le chercher dans le Code des obligations civiles et commerciales du Sénégal. Si c'est des sociétés, là, c'est l'OHADA. Pour répondre à votre question, les ONG sont régies par le Code des obligations civiles et commerciales, puisque ce sont des associations sans but lucratif. Sans but lucratif. Deux questions en ligne. Oui. Donc, il y a Moussa Sen depuis Thiès qui dit qu'il a des collaborateurs. Est-ce qu'il peut ouvrir une entreprise individuelle? Ok. Oui. Et bon, je pose les questions, je vous laisse répondre. Bien. Ok. Donc, quand on dit entreprise individuelle, rien que la terminologie, ça renvoie à quoi? Une seule personne. Okay? Donc, on ne peut pas être en groupement pour former une entreprise individuelle. L'entreprise individuelle, c'est la personne physique. Elle est seule. Donc, je ne sais pas si je peux être plus clair que ça. Pour répondre à sa question, non. S'il a des collaborateurs, ils ne peuvent pas former entre eux une entreprise individuelle. Donc, l'autre choix qui s'offre à eux, c'est de les en groupement. Okay? Après, on verra maintenant, en fonction des possibilités qui existent, quelle est la forme juridique qui sera appropriée pour leur groupement. D'accord. Donc, souvent, on l'entend, j'ai créé une entreprise individuelle avec mon frère. Non, non.
On peut pas, ou on partage les bénéfices de l'entreprise individuelle, non. L'entreprise individuelle, c'est pour vous. Donc, c'est pour une personne physique. Oui. Il y a Karba Agna depuis Thiès qui dit est-il bien de démarrer par un GIE si nos moyens ne sont pas encore réunis? D'accord. On va peut-être garder sa question et on va y revenir. D'accord, merci. Je sais que la plupart des gens vont nous dire à la fin, c'est quoi la forme idéale? Tout à fait. Mais on verra que ça n'existe pas, la forme. Enfin, en tout cas, je peux pas vous la donner. Ce que je peux faire, c'est vous donner tous les critères. Après, vous regarderez en fonction de ces critères-là, quelle est la forme qui est appropriée par rapport à votre personnalité qui vous est propre, okay, par rapport à l'activité que vous voulez mener, etc., par rapport à votre projet. Hein. Mais on répondra à sa question. Moi, je donnerai mon avis personnel en tant que praticien. Hein. Qu'est-ce qui est le plus souvent conseillé? Je ne dis pas qu'est-ce qui est idéal, mais qu'est-ce qui est le plus souvent conseillé. Hein. Voilà. D'accord, merci. Merci. Donc, pour que votre entreprise acquiert son identité, il vous faut choisir un statut juridique. Et ce statut juridique constitue l'enveloppe légale de l'entreprise. Alors, il n'existe pas de structure juridique idéale. Donc, ça répond tout à l'heure à la question de notre ami de Thiès. Le choix doit être fait en tenant compte de plusieurs critères. Donc, on va les donner un à un. L'un des critères, c'est la volonté de s'associer. Est-ce qu'on veut être seul ou bien on veut le faire avec d'autres personnes? Deuxième critère, l'apport financier. Le projet là que nous voulons réaliser, quelle est l'ampleur de ce projet? Est-ce qu'on a besoin de capitaux importants au départ ou non? Ça, c'est un critère également qui peut entrer en jeu dans le choix de la forme juridique. Deuxième critère, troisième, la responsabilité du dirigeant. Alors n'oubliez pas, vous avez des devoirs et des obligations. L'entreprise est représentée par une personne physique. Okay? Même si l'entreprise a une personnalité morale, juridique qui est différente de la personne physique, mais elle est dirigée par une personne physique. Une personne morale ne peut pas diriger une personne morale. Donc on revient toujours à l'entité de l'être humain. Cet être humain-là, c'est un dirigeant. Il peut être également un associé. Donc il pose tous les jours des actes de gestion. Mais ces actes de gestion peuvent avoir des conséquences dans la vie. Okay? Il peut commettre des fautes. S'il commet des fautes, sa responsabilité est engagée. La responsabilité des associés également peut être engagée. Donc ici, le point sur la responsabilité est fondamental. C'est un critère décisif également qui peut vous orienter dans le choix de la forme juridique. Autre critère, le statut social ou fiscal. Okay? Donc on verra que selon la forme juridique que vous allez choisir, il y aura des conséquences d'ordre fiscal et social. Donc les conséquences fiscales, on les verra quand on va aborder le point sur la fiscalité. Les conséquences sociales également, on le verra quand on va aborder le point consacré à cela. Okay? Donc voilà plus ou moins les critères qui peuvent être déterminants dans le choix que vous allez faire sur la forme juridique. Okay? La volonté, l'apport financier, la responsabilité du dirigeant est élargie également aux associés, puisque un associé n'est pas forcément le dirigeant. Hein? Okay? Le statut social ou fiscal. Donc, le choix de la forme juridique est une étape qui consiste à adapter son projet de création d'entreprise à un cadre juridique qui lui permettra de voir le jour en toute légalité. Encore une fois, c'est important de le faire en respectant les normes. Si vous ne le faites pas, vous êtes dans l'informel, pour ne pas dire dans l'illégalité. Okay. Quelle que soit l'activité qui sera exercée, qu'elle soit industrielle, commerciale, artisanale, libérale, le choix d'une forme juridique se fera entre toujours demander son immatriculation en tant qu'entrepreneur individuel. C'est un premier pas pour aller dans la
dans la légalité, ou alors de créer une société. Donc c'est un rappel. Il n'y a que deux possibilités qui existent. Soit vous êtes seul, soit vous créez une société. Alors, donc si l'activité que vous créez est régie par l'OHADA, donc c'est une question que vous allez vous poser, est-ce que c'est une activité qui est régie par l'OHADA, notamment l'acte uniforme sur le droit, soit le droit commercial général, ou alors le droit des sociétés et du GIE. Si c'est non, donc, allez vous référer au Code des obligations civiles ou commerciales. Donc, l'OHADA ne pourra pas vous aider parce que vous avez une activité civile. Vous êtes par exemple un médecin, ok? Vous voulez vous créer un groupement. Là, c'est plutôt le Code des obligations civiles et commerciales qui régit votre activité puisque vous êtes une société civile, vous n'êtes pas une société commerciale. Si la réponse est oui, donc votre activité est régie par l'OHADA. Donc la deuxième question que vous devez vous poser, c'est est-ce que je veux le faire seul ou pas? Volonté et possibilité d'être seul. Si c'est oui, donc vous avez un premier choix qui s'offre à vous, c'est de créer une entreprise individuelle. Okay. Donc ici, l'entreprise individuelle, c'est la personne physique. C'est vous-même qui créez votre entreprise individuelle. Alors, ou alors le deuxième choix qui s'offre à vous, c'est de créer une société, mais en étant seul. Alors, rien n'attire votre attention ici par rapport à la définition que j'avais donnée, ou l'acte uniforme avait donné sur la société commerciale. Bon, je donne la signification des sigles. Donc, SURL, c'est Société unipersonnelle à responsabilité limitée. SAU, c'est Société anonyme unipersonnelle. SASU, c'est Société par action simplifiée unipersonnelle. Donc, le unipersonnel, là, à chaque fois, c'est quoi? C'est une seule personne. Mais c'est quelle personne ici? C'est vous, mais en tant que avant des dirigeants. Qu'est-ce qui vient avant? En tant que associé. Okay. Bon, le terme propriétaire, on l'utilise plus dans le cadre de l'entreprise individuelle. Bon, bien que les associés sont les propriétaires de la société, hein, mais c'est plus approprié pour l'entreprise individuelle. Donc, si vous voulez être seul, vous avez deux possibilités. Soit vous allez en entreprise individuelle, personne physique, ou alors vous allez en société, mais avec associé unique. Donc ici, ce qui pose problème, entre guillemets, c'est dans la définition, on a dit la société, c'est deux ou plusieurs personnes. Ici, on vous dit c'est une société avec une seule personne. Donc c'est une dérogation que l'OHADA donne. OK? Oui? Et actionnaire majoritaire. OK. Alors, donc, vous avez différents types de sociétés. On va aller voir. Hein. Vous avez la société anonyme, la société à responsabilité limitée. Dans la société anonyme, on parle d'actionnaires. Ceux qui se constituent pour créer la société sont appelés des actionnaires. Dans la société à responsabilité limitée, ceux qui se constituent pour créer la société à responsabilité limitée sont appelés des associés et non des actionnaires. Okay? Maintenant, le majoritaire, c'est par rapport à le niveau de quote-part que vous détenez dans la société. Si vous avez plus de 50% des parts, on dira que vous êtes l'associé majoritaire. Okay? Donc la majorité, ça veut dire que vous avez plus de parts que les autres, en fait. C'est ça le terme majoritaire. Actionnaire, c'est un associé dans une société anonyme. Voilà. Oui? Je voudrais savoir. Oui, c'est ouvert. Okay. Comment sont déterminées les parts? OK, on va y revenir tout à l'heure. Hein. Là, je vous donne le schéma. Vous voyez les choix qui s'offrent à vous. Après, on va rentrer dans les détails. Hein. Pour chaque société, on va aller dans les détails. Donc, est-ce que jusque-là, ça va? OK.
Donc si vous dites que moi, je veux être seul, je ne veux pas partager les bénéfices, je ne veux pas avoir de collaborateurs, d'associés, etc., parce que c'est trop de problèmes, je veux être seul, l'OHADA vous dit, j'ai deux possibilités pour vous. Soit vous y allez en entreprise individuelle, personne physique, ou alors vous y allez en société, mais avec un seul associé, en l'occurrence vous. Vous seul, vous créez votre société. Maintenant, vous pouvez le faire qu'avec trois types de sociétés. La société anonyme, vous êtes seul, on l'appelle société anonyme unipersonnelle. Vous créez une société à responsabilité limitée, comme l'a dit tout à l'heure votre collègue ce matin, SARL. Donc SARL, ce n'est pas société anonyme, hein. C'est société à responsabilité limitée, SARL, que vous créez tout seul. Okay? On l'appelle dans ce cas SURL. Bon, certains vont dire SUARL. C'est la même chose, hein? Société unipersonnelle à responsabilité limitée. Ou alors, vous optez pour la troisième type de société qui existe, c'est la SAS, mais avec un seul associé, c'est la société par action simplifiée unipersonnelle. On verra maintenant plus tard quelle est la différence entre l'entreprise individuelle, personne physique, et par exemple, et la société unipersonnelle à responsabilité limitée ou anonyme unipersonnelle ou SAS unipersonnelle. Okay? On peut tenter de dire, oui, je suis seul, c'est la même chose. Non, ce n'est pas la même chose. Okay? Donc, pour revenir à la question de Thiès, quand on est seul, soit on est en entreprise individuelle, soit on est en société mais seul. Donc, même lui, s'il va aller en société et qu'il va être seul, il n'aura pas besoin de ses soi-disant collaborateurs. Parce qu'il a choisi de créer certes une société qui est censée se faire avec deux ou plusieurs personnes, mais la loi lui donne la possibilité d'être seul. Donc là également, il n'aura pas besoin de ses collaborateurs parce que dès le départ, lui, sa volonté, c'est de ne pas s'associer, mais c'est d'être seul pour plusieurs raisons, hein, comme j'ai dit, hein, liées à sa personnalité ou parce que, bon, je n'ai pas besoin de personne, de partager les bénéfices, je veux être seul, gagner seul, profiter seul. Ce n'est pas interdit, hein? Ce n'est pas de l'égoïsme. Hein? Parce que parfois aussi, s'associer, ça peut créer des problèmes. Hein? C'est clair? Sur le choix, les premiers choix qui s'offrent à vous. Maintenant, si vous dites, pour plusieurs raisons, que je ne veux pas être seul, je veux m'associer, donc là, l'OHADA également a une solution pour vous. La solution, c'est d'aller en société. Okay? Et là, quels sont les types de sociétés qui existent? Ce sont les sociétés de personnes, déclinées en société en commandite simple, société en non commercial, société en participation. On reviendra dans les détails, hein, pour chaque type de société. Ou alors, vous avez à côté les sociétés de capitaux, notamment les sociétés anonymes et les sociétés par action simplifiée. Vous avez une société qui a un peu un caractère familial, personnel, et un caractère de capital, c'est la société à responsabilité limitée. Okay? Donc encore une fois, ici, vous y allez en groupement. Okay? Donc voilà un peu les types de choix qui existent, okay, et que vous pourrez utiliser dans le cadre de l'activité que vous allez mener. Soit on va être seul, soit on va aller en groupement. Bon, après, vous allez voir dans la progression du cours, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est plutôt l'aspect pratique qui nous intéresse. Je vais occulter certaines questions. Vous avez vu ici que je n'ai pas parlé du GIE. Je ne vois pas l'intérêt pour vous peut-être d'aller vers un GIE, a priori. Hein? Okay? Sauf si vous respectez les règles. Okay? Et puis vous verrez sur certains types de sociétés, le risque est tellement important que je ne vois pas l'intérêt d'y aller. On ne vous le conseillera pas. Donc on ne va pas trop s'appesantir là-dessus. On va plus se focaliser vers les types de structures qui peuvent vous intéresser. Hein? Donc c'est un choix délibéré que j'ai fait, hein, par rapport à la pratique, au conseil que je souhaite vous donner. C'est clair? Ce schéma-là, il faut l'avoir en tête si vous voulez comprendre la suite. Encore une fois, les notions de personnalité physique,
personne morale, personnalité juridique, séparation entre la personne morale et la personne physique, c'est important. Si vous ne le maîtrisez pas, vous ne pourrez pas comprendre la suite. Okay? Déjà ici, on vous dit, vous voulez être seul, soit en entreprise individuelle ou en société, il y a forcément une différence. Pourtant, dans les deux cas, vous êtes seul. Mais quelle est la différence? Ici, c'est la personnalité qui fait la différence. Là-bas, c'est la personne physique, ici, c'est la personne morale. Dans la personne morale, vous avez deux personnes. Vous avez l'associé qui est une personne physique et vous avez la personne morale qui est une entité entière qui est différente de la personne physique, notamment l'associé. Tandis que dans l'entreprise individuelle, il n'y a pas de séparation. C'est une seule personne, c'est vous qui avez créé l'activité. En réalité, on ne reconnaît même pas l'activité, mais c'est vous qu'on reconnaît. On verra plus tard, c'est pour ça qu'on parle d'unicité de patrimoine dans le cadre de l'entreprise individuelle. Il n'y a pas de séparation entre l'activité et vous, quand vous êtes en entreprise individuelle, personne physique. C'est le contraire quand vous êtes en société. Même si vous êtes associé unique, il y a une séparation entre les patrimoines. Parce que c'est deux personnalités juridiques distinctes. Alors que dans l'entreprise individuelle, c'est une seule personne juridique, notamment le propriétaire de l'entreprise individuelle. Donc le commerçant que vous voyez à Sandaga avec sa boutique, etc., lui, elle est, selon vous, d'après à ce stade d'information, il est sous quelle forme? Oui? Entreprise individuelle? A priori, généralement, il est en entreprise individuelle. C'est le commerçant classique qui a sa boutique, qui achète, qui vend, qui revend. L'artisan aussi, généralement, c'est le cas. Il est en entreprise individuelle parce qu'il est seul. Alors, ce n'est pas parce que dans sa boutique, vous avez plusieurs personnes que forcément c'est associés. Ça peut être des collaborateurs, c'est salariés. Donc, on peut être en entreprise individuelle seul, propriétaire, et avoir 1000 collaborateurs salariés. Ce n'est pas interdit. Il y a une différence entre les deux. Ce n'est pas les mêmes personnalités. Alors, si on veut aller en groupement, on a soit les sociétés ou le GIE. Donc, j'ai fait abstraction du GIE. Je me focalise plus sur les sociétés commerciales qui vont vous intéresser, vous, pour développer votre activité. Puisque, a priori, vous créez votre activité pour générer des ressources, des profits que vous allez vous partager. Donc, dès le départ, vous avez fait le choix de vous associer. Donc, vous avez deux possibilités qui s'offrent à vous, société commerciale ou société de capitaux ou société de personnes. Donc, les sociétés de personnes, vous en avez trois types. Les sociétés à commandite simple, à non collectif et en participation. Les sociétés de capitaux, vous avez la société anonyme, la SAS, et la SARL, qui est également une société de capital, mais qui a un peu un caractère de société de personnes. Y a-t-il des questions en ligne? En ligne? Oui. Il y a monsieur, comment il s'appelle encore? Il y a monsieur Mamadou Lamine Badji, depuis Thiaroye. Donc il dit, est-ce pour un entrepreneur débutant, quelle forme de société allez-vous lui conseiller? D'accord. Ça répond un peu à la question de quelqu'un tout à l'heure. Sur les conseils, on va y revenir un peu plus loin. D'accord. Là, on va ratisser les types de structures qui existent, les formes juridiques, les critères qui peuvent vous guider dans le choix d'une forme ou d'une autre. Après, vers la fin, on va faire une synthèse et éventuellement, je pourrai donner le conseil de praticien. D'accord. Donc, on capte la question de Badji pour plus tard. Oui? Maintenant, dans cette grille, concernant le choix de la structure, si on devait classer les sociétés de fait, où est-ce qu'on va les placer? Dans les sociétés de personnes. Dans les sociétés de personnes. Là également, on reviendra dans les détails sur les sociétés de fait ou créées de fait.
C'est bon, on peut avancer. Donc, on va encore revenir sur les critères. Donc, les critères qu'on peut mettre en avant, ça peut être d'ordre patrimonial, économique, fiscal, social ou autre. Okay? Donc, comme je l'ai dit, en fonction de la structure que vous allez choisir, il peut y avoir des conséquences liées à la fiscalité, au droit social ou autre. Hein? Okay? Donc, c'est des critères également qu'il ne faudrait pas négliger, mais on le verra plus loin. Mais si l'on n'a pas au départ la volonté réelle de s'associer, de mettre en commun ses compétences, les chances de réussite seront considérablement amoindries. Okay? Bon, en fonction de votre projet, de l'ampleur du projet, parfois vous êtes obligé, entre guillemets, d'y aller en association. Parce que si vous y allez seul, okay, les contraintes d'ordre économique ou liées au patrimoine pourraient mettre un frein à votre activité. Okay? Donc, c'est des critères aussi importants qu'il ne faut pas négliger. Vous ne pouvez pas dire simplement que oui, bon, je veux être seul, je veux être indépendant, je ne veux pas de rendre compte à personne, je veux avoir tout seul mon bénéfice, et ne pas le partager et dire je me focalise sur ces critères-là uniquement. Okay? En négligeant les critères liés au patrimoine, au niveau important du projet qui doit être financé et que vous n'avez pas au départ les moyens, donc vous êtes obligé de vous associer pour le financer, etc., etc. Donc, vous avez des personnes, comme je l'ai dit, hein, qui souhaitent être seules, donc qui ne veulent pas rendre compte. Bon, pour ces personnes-là, évidemment, ils n'ont pas le choix, elles choisiront d'être seules. Donc, si on veut être seul, on veut rester indépendant, il faut le faire soit en entreprise individuelle, en société en responsabilité unique, par exemple. Bon, on a vu tout à l'heure, si on veut être seul, soit c'est en entreprise individuelle ou en société unipersonnelle. Maintenant, dans le lot des sociétés unipersonnelles, on a le choix entre la société à responsabilité limitée, la société anonyme et la SAS, puisque ces trois types de sociétés vous offrent la possibilité d'être seul. Ou s'associer avec d'autres pour ne partager que certaines charges et ainsi réaliser des économies. C'est le cas du GIE dans lequel chaque associé reste indépendant au niveau de l'exercice de son activité professionnelle. Donc là également, le caractère indépendant peut être réglé par le GIE. Hein. J'ai mon activité, okay, je le garde pour moi tout seul. Ça peut être une société, ça peut être une entreprise individuelle. Mais je m'associe avec d'autres pour créer un GIE. Mais là, ce n'est pas pour faire du bénéfice, pour se partager, mais c'est pour réaliser des économies d'échelle, partager des charges, comme j'ai donné le cas du menuisier ou des commerçants qui se réunissent en GIE pour réaliser des activités d'import, par exemple. Okay? Donc là, on garde toujours son indépendance. On est simplement associé dans le GIE pour pouvoir bénéficier des effets de synergie qui en résulteront. Alors, les critères liés au patrimoine. Lorsqu'on a un patrimoine personnel à protéger ou à transmettre, le choix de la structure prend toute son importance. On le verra plus loin. Ça renvoie aux questions de responsabilité des associés ou des dirigeants. Okay? Qu'en est-il de votre patrimoine personnel ou du patrimoine de l'entreprise? Est-ce qu'il y a une différence? Est-ce qu'on peut protéger son propre patrimoine? Donc, c'est des questions qui vont revenir. Donc, constituer une société permet de différencier son patrimoine personnel de celui de l'entreprise et donc de protéger ses biens personnels de l'action des créanciers de l'entreprise. Pourquoi le fait de se constituer en société peut être une protection de son patrimoine personnel? En quoi? Oui, derrière. Parce que lorsqu'on est associé, sa responsabilité se limite uniquement à l'apport effectué. D'accord. Alors que dans le cas d'une entreprise individuelle, donc notre responsabilité est engagée en cas de défaillance. Et pourquoi il est engagé?
Et pourquoi, si on est en société, nos biens propres, notre patrimoine privé est protégé par rapport aux créanciers? Pourquoi? Qu'est-ce qui nous garantit de cela? Oui? Bonjour. Parce qu'ici, en associé, la personne physique est séparée de la personne morale. Très bien, la séparation de personnalité juridique. OK? L'associé est une personne physique. La société dans laquelle il est associé est une personne morale qui a une personnalité juridique qui lui est différente. Donc l'associé a son patrimoine, la société a son patrimoine qui lui est propre. Donc on ne peut pas mélanger les deux patrimoines. Donc si l'entreprise, qui est la personne morale, qui est une entité juridique indépendante, okay, a un patrimoine, engage son patrimoine dans le cadre de l'exercice de l'activité, donc si l'entreprise a des dettes et que les créanciers poursuivent l'entreprise, les créanciers ne peuvent pas saisir les biens privés de l'associé. Il n'a rien à voir là-dedans. C'est les biens, donc le patrimoine de la société qu'ils peuvent saisir et non celui de l'associé. Okay? Et cela est possible grâce à la séparation des patrimoines liés à la distinction des personnalités juridiques. Donc, voilà l'importance, entre autres, de la notion de personnalité juridique ici. La personne physique est une entité juridique à part, la personne morale est une entité juridique à part. Même si on ne la voit pas, je l'ai dit, c'est une fiction juridique, mais n'empêche que dans le droit, elle existe et elle a ses droits et ses obligations et son patrimoine donc, qui est distinct du patrimoine de l'associé ou des associés qui la constituent. C'est clair ici. Donc ça, c'est un des critères fondamentaux qui peuvent vous orienter vers le choix de la société et non de l'entreprise individuelle. Alors que quand vous êtes en entreprise individuelle, c'est une seule personne. Okay? Il n'y en a pas deux. Il n'y a pas deux personnalités juridiques ici. Okay? Votre activité est confondue à votre personne. D'ailleurs, vous le verrez quand vous allez aborder les aspects liés à la création d'entreprise. Quand vous êtes en entreprise individuelle, avant de démarrer, pour constituer l'entreprise individuelle, vous devez vous constituer. Comment? En vous immatriculant au registre du commerce. Si vous prenez le registre du commerce, vous verrez le nom de la personne, du propriétaire. Okay? Ce qui indique bien que cette personne-là, c'est elle qui est reconnue. Même si par ailleurs, elle peut choisir un nom commercial qui va figurer sur le registre de commerce, qui va figurer sur l'enseigne, etc. Mais celui qui est reconnu ici, ce n'est pas l'activité, puisque l'activité n'a pas une personnalité juridique, mais c'est le propriétaire de l'activité. Donc le commerçant qui a des dettes, ses créanciers peuvent le poursuivre et saisir ses biens personnels, privés. Sa maison, sa voiture, ses meubles, etc. etc. Puisqu'il y a une confusion de patrimoine, il y a une unicité de patrimoine. Donc c'est un des dangers de l'entreprise individuelle. Si vous voulez éviter cela, donc vous avez la possibilité d'aller en société. Puisque la société, même si vous êtes seul, il y a quand même une distinction des personnalités juridiques. Vous, l'associé personne physique et la société personne morale. C'est clair ici. Donc, un des critères fondamentaux qui peuvent vous guider dans le choix de la forme juridique. Mais ce critère de distinction de patrimoine est relatif. On va voir pourquoi. Alors, ce rempart juridique que constitue la société sera différent d'une structure à une autre. C'est le cas de la SNC ou de la société en commandite simple. Donc, ce que j'ai dit tout à l'heure là, la protection du patrimoine, n'est pas valable pour les sociétés de personnes. Quand vous vous constituez en société en nom collectif ou en société commandite simple, c'est bien une société avec des associés personnes physiques qui se réunissent pour créer la société, mais ici, la responsabilité des associés, elle est solidaire et indéfinie. Donc, vous n'êtes pas protégé ici. Vous êtes certes en société, mais le caractère de ce type de société-là fait que vous n'êtes pas protégé dans votre patrimoine privé. Donc,
dans ce choix-là également, vous verrez que plus vous avancez, vous affinez votre choix. Vous n'allez pas vous dire, bon, je veux protéger mon patrimoine, j'y vais en société, et n'importe quelle société. Non. Certes, il faut y aller en société, mais quel type de société? Donc, les sociétés de personnes sont exclues de cette protection juridique que nous venons de relever par rapport à leur patrimoine. On le verra tout à l'heure. Pourquoi? Oui. Donc, d'après ce que vous venez d'expliquer, c'est la raison pour laquelle on dit que dans les sociétés en non collectif, on confond souvent le patrimoine de la société avec le patrimoine des associés. C'est ça. C'est ça. C'est pour ça qu'on l'appelle société de personnes. À la différence de société de capitaux où c'est le capital qui nous intéresse ici, alors que les sociétés de personnes, la garantie, ce n'est pas le capital, mais ce sont les personnes qui constituent la société. Okay? Donc le créancier, sa garantie, ce sont les membres de la société. S'il y a un souci, si la société en tant que personne morale ne peut pas rembourser les dettes, ou en tout cas le patrimoine mobilisé ne suffit pas, le créancier peut attaquer les associés individuellement dans leur patrimoine privé. Parce qu'il y a cette confusion-là de patrimoine. Alors, ce critère de protection est également relativisé en cas de faute de gestion. Même si vous êtes en société de capitaux, où les associés autres sont protégés, mais le gérant aussi, ça dépend. Parce que lui, c'est lui qui exerce au jour le jour les activités de gestion, qui pose des actes de gestion. Donc, si la société est en difficulté et va en liquidation, et qu'on se rend compte que la faute elle est due à la mauvaise gestion du dirigeant, il peut être poursuivi. Okay? Donc là également, vous ne pouvez pas dire non, si c'est en société, on est protégé, bon, la société disparaît avec son patrimoine, on ne peut plus être poursuivi. Non, ce n'est pas tout à fait vrai. Okay? Donc, ce ne sont pas des règles absolues. Okay? À chaque fois, il y a des choses qui viennent relativiser ces règles-là. Enfin, dès l'instant où la société demandera un concours bancaire, il sera probable que la caution de certains dirigeants ou associés sera exigée. Donc, selon le type de société que vous allez choisir, vous verrez que par rapport au banquier ou au bailleur de fonds, il peut dire, bon, moi, cette société-là ne m'inspire pas tellement confiance. C'est par exemple dans le cas des sociétés de personnes. Okay? Le banquier va dire, certes, vous êtes une société, c'est vrai, mon interlocuteur, c'est la personne morale, mais moi, pour vous prêter de l'argent, j'ai besoin de plus de garanties. Donc, un des associés, par exemple, pourra se porter garant pour que ce prêt-là puisse être débloqué et profiter à la société. C'est lié au fait que votre interlocuteur n'a pas une grande confiance à la forme juridique que vous avez choisie. Donc, c'est un autre critère également qui rentre en jeu dans le choix que vous allez faire. Donc, vous voyez que plus on avance, on se rend compte de la complexité et donc on ne peut pas dire voilà la société idéale pour votre activité. Ça n'existe pas. Donc, il y a beaucoup de critères qui entrent en jeu. D'emblée, comme ça, on ne peut pas vous dire voilà la forme juridique la mieux adaptée pour vous. Il est 10h30. Je vois des gens qui regardent leur montre. Alors, donc, il y a le critère de sécurité juridique, lié à l'engagement de son patrimoine. Ça, c'est un critère de choix. Et le deuxième critère, c'est les besoins financiers. Donc, quand les besoins financiers sont importants pour la réalisation de votre projet, la création d'une société de type SA ou SARL peut s'imposer. Au lieu de créer une entreprise individuelle, par exemple, pour accueillir des investisseurs. Donc, vous avez un projet quand même qui demande des fonds importants. Vous n'allez pas vous dire oui parce que bon, ma personnalité fait que je veux être indépendant, je veux être seul, je ne veux pas partager. Donc, je vais certes créer une société pour protéger mon patrimoine, vous réglez un problème juridique, mais il se trouve que vous n'avez pas les moyens tout seul pour financer ce projet-là. Donc là, vous serez obligé de vous ouvrir. Donc il y a un deuxième critère qui vient s'imposer à vous.
Vous ne pourrez pas simplement vous limiter aux critères de protection de votre patrimoine privé, puisque les besoins financiers de votre projet font que vous êtes obligé de vous associer avec d'autres personnes. Donc vous allez ouvrir le capital à des investisseurs qui vont rentrer, qui eux ont les moyens, même si l'idée de projet c'est vous connaissez mieux l'activité que l'autre, mais malheureusement vous n'avez pas les fonds nécessaires pour démarrer votre activité. Donc vous serez obligé d'accueillir d'autres personnes qui vont venir apporter leur contribution financière pour que votre projet puisse se réaliser. Donc un critère qui fait que vous serez obligé d'y aller vers la création de sociétés en groupement. Alors, ces besoins financiers dont on parle n'ont rien à voir avec le capital. Hein? Okay? C'est le premier besoin financier de l'entreprise. Quand vous allez créer, et ça encore c'est relatif, hein, on vous dira qu'il faut un capital. Mais de plus en plus, cette notion de capital est relativisée, ce qui fait qu'aujourd'hui, on va plus vers la disparition pratiquement du capital comme exigence. Hein. On le verra, pour la SA, il y a un capital minimum qui est exigé, pour la SARL, il y a un capital, pour les sociétés de personnes, il n'y a pas de capital qui est exigé. Pourquoi? Parce que la garantie ici, ce n'est pas les capitaux, mais ce sont les personnes qui ont créé la société et donc leur patrimoine. Donc, il n'y a pas besoin d'avoir un capital pour ce type de société. Mais rien n'empêche que les associés démarrent avec un capital dans une société de personnes. Mais dans les sociétés de capitaux, quand même, on verra que par moment, c'est la loi même qui vous oblige à avoir un capital. Okay? Donc ce capital-là, on l'appelle capital minimum, parce que c'est régi par les textes LOADA qui vous dit, si vous voulez vous constituer en société anonyme, vous devez démarrer avec un capital minimum de 10 millions, par exemple. Okay? En SARL, c'est 1 million, okay? Dans la loi. Mais comme l'OADA régit 17 pays, l'OADA laisse également une porte ouverte à chaque pays le soin de définir un capital. Donc, dans certains pays, vous verrez que le capital minimum pour une SARL, c'est 100 000. Dans d'autres, c'est 0, le franc symbolique. Okay? Mais dans l'acte, vous verrez que c'est minimum 1 million. Okay? Donc, il y a certains pays qui ont peut-être gardé le minimum de 1 million. Donc, ce n'est pas parce que vous avez démarré avec un capital de 1 million ou de 10 millions que c'est suffisant pour réaliser votre projet. Les besoins financiers peuvent aller au-delà de ce capital minimum, qui est un capital légal, encore une fois, fixé par la loi, qui vous oblige à l'avoir pour créer votre entreprise, le formaliser en tout cas, et démarrer votre activité. Donc, c'est un critère important de choix pour vous également. Le patrimoine, les besoins financiers. Troisième critère, le fonctionnement de l'entreprise. Donc, selon la structure choisie, les règles de fonctionnement seront plus ou moins contraignantes. Dans l'entreprise individuelle, le dirigeant est seul. De ce fait, les règles de fonctionnement sont réduites au minimum. Il prend toutes les décisions et engage en contrepartie sa responsabilité. Donc, je suis commerçant, j'ai ma boutique, c'est mon entreprise, ça m'appartient, j'en fais ce que je veux, je n'ai pas de compte à rendre à qui que ce soit, je suis indépendant. Donc ici, les règles de fonctionnement sont vraiment simples, il n'y a pas de formalisme, il n'y a rien. Okay? Alors que dans les sociétés, le dirigeant n'agit pas pour son propre compte, mais au nom et pour le compte de la société. Il doit donc observer un certain formalisme et requérir l'autorisation de ses associés pour tous les actes importants qui touchent la vie de l'entreprise. Alors, il faut préciser quand même que quand vous êtes en société, le dirigeant peut ne pas être l'associé. Okay? Donc, vous pouvez choisir parmi les associés une personne qui va diriger la structure en tant que gérant, en tant que président, en tant que directeur général, etc. Tout comme les associés peuvent choisir une personne externe pour devenir le dirigeant de l'entreprise. Mais dans les deux cas, vous êtes délégataire, okay, d'un pouvoir qui vous avait été attribué par les associés. Parce que la société appartient à qui? Aux associés. Mais ici, comme tous les associés ne peuvent pas gérer la société, ils choisissent une personne qui va devenir le dirigeant. Et donc cette personne-là agit
pour le compte de ses associés, donc il doit rendre compte. Donc ici, le critère d'indépendance saute. Vous ne pouvez pas dire je suis le PDG de l'entreprise, je fais ce que je veux. Non, l'entreprise ne vous appartient pas. Même si vous en êtes associé, vous n'êtes qu'associé d'un seul associé parmi d'autres. Okay? Donc ce sont les associés qui sont réunis pour vous déléguer ce pouvoir-là et vous demandent de gérer, mais donc vous devez leur rendre compte dans les actes de gestion que vous faites. Après, on peut distinguer, il y a de petits actes de gestion quotidiennes, on n'a pas besoin de l'aval des dirigeants. Pour acheter une rame de papier, on ne va pas réunir le conseil d'administration ou l'assemblée générale pour le faire. Ça, c'est des petits actes qui n'ont pas quotidiens, qui n'ont pas tellement de trucs. Mais si vous voulez engager quand même la société dans des actes importants, par exemple, vendre le patrimoine de l'entreprise, acheter un immeuble, etc., ça quand même c'est un peu lourd, ça peut impacter dans la vie de l'entreprise. Là, vous avez besoin de la décision des associés qui vont se réunir en assemblée générale, par exemple, pour vous donner leur point de vue et leur aval éventuellement. OK? C'est clair? Donc là également, vous y allez en société, même si vous êtes le dirigeant, vous êtes l'associé, entre d'autres associés, le critère d'indépendance est ici relativisé. Autre critère, la crédibilité vis-à-vis des banquiers, des clients, des fournisseurs, bon, donc les tiers qui tournent autour de l'entreprise. Donc c'est clair que pour approcher certains marchés, la création de l'entreprise sous forme de société avec un capital conséquent sera recommandée. Parce que vous avez besoin d'une enveloppe financière assez consistante pour pouvoir attaquer certains marchés. Le créateur devra prendre en considération ces différents critères en évitant de faire reposer son choix sur un seul d'entre eux. Donc ce qu'il faut retenir ici, on a passé en revue certains critères qui peuvent vous guider dans le choix. Ce qu'il faut éviter, c'est de vous focaliser uniquement sur un seul critère. Okay? Donc regardez tous les critères ensemble, okay? Et en fonction maintenant de ces critères-là, vous verrez quel est le choix le plus approprié pour vous et ensuite de faire le choix qui convient par rapport à ces critères-là. Donc on va peut-être marquer une petite pause.